Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission. Nous sommes là, nous allons parler des humanitaires, actions humanitaires. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, une émission spéciale. Nous recevons sur ces plateaux le docteur D. Joseph Kekisingi. Le docteur D. Joseph Kekisingi est un humanitaire, un acteur humanitaire important de ce pays. Il est le coordonnateur du Conseil national des ONG humanitaires et de développement en République démocratique du Congo dans notre pays, CONAFOD en sigle. Et avec lui, c'est la question de parler de la délocalisation, la localisation de l'aide humanitaire en cette période de coupure dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour cette émission, chers téléspectateurs, je ne suis pas seul. Sur ce plateau, avec moi, à ma droite, il y a notre confrère Ngolu, et j'ai aussi notre confrère John Fabika, que vous connaissez dans les directs du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et je suis Adrien Lanquois également de la RTNC, la radio et les infos en langue nationale de la radio-télévision nationale congolaise. Docteur D. Joseph Kekisingi, bonjour. Bonjour. Docteur, pouvez-vous nous parler un peu de CONAFOD? Comment est né CONAFOD? Et CONAFOD aujourd'hui pour les Congolais, c'est joyeux dont les Congolais attendent beaucoup de CONAFOD. Pouvez-vous nous parler un peu du CONAFOD? CONAFOD, en sigle, c'est le Conseil national des forats des ONG humanitaires et développement. C'est-à-dire c'est le regroupement des réseaux des ONG nationales humanitaires et développement qui sont répartis à travers le monde. CONAFOD regroupe 5 plateformes majeures et qui sont les plus anciens des ONG nationales de la RDC. Et ces 5 plateformes, c'est Seconat au Sud Kivu, qui donne le siège au Sud Kivu, mais qui regroupe les ONG du Sud Kivu et du Maniema et du Kasaï, le Grand Kasaï. Il y a le FONAD qui est basé à Goma, donc le siège est à Goma, mais recouvre les ONG du Nord Kivu et de l'ancienne province orientale. On a le RONA qui est basé, dont le siège est à Kalemi, qui regroupe toutes les ONG de l'ancienne Katanga. Ensuite, on a le FONAI, dont le siège est à Ituri, qui regroupe les ONG de l'Ituri et des zones environnantes. Et enfin, on a le RON-HD, dont le siège est à Kinshasa, qui regroupe les ONG de Kinshasa et du Congo central. Alors, toutes ces ONG-là sont regroupées dans ces réseaux régionaux, et ces régions régionales sont regroupées et coordonnées à travers le réseau national qui est CONAFOD. Et pourquoi CONAFOD? En fait, CONAFOD est né du fait qu'on s'était rendu compte que les ONG nationales n'avaient pas de voix, ne participaient pas à la prise de grandes décisions et souvent ils subissaient les décisions qui étaient prises souvent par les agents des Nations Unies, par les ONG internationales et elles n'étaient pas associées. Alors il fallait créer une fêtière qui réunit les voix des ONG nationales et qui peut aussi s'asseoir sur la table de décision et discuter et orienter la décision. C'est-à-dire que CONAFOD est né pour essayer d'avoir aussi la puissance, la capacité et le pouvoir d'orienter l'aide humanitaire et d'orienter les décisions de manière à ce que les acteurs locaux soient vus en premier plan de la réponse humanitaire. Alors l'histoire de CONAFOD remonte à 2014. C'est là qu'il faut remonter les origines. En fait, en 2014, au Kivu est né les premières idées de réunir les ONG nationales au sein d'une structure qui pourra leur permettre de réclamer la participation dans les grandes réunions de coordination. Et c'était la première plateforme Seconat. Après, ce qui s'est passé, c'est que ces organisations ont eu droit à pouvoir participer à des réunions importantes, à apporter leur point de vue et à discuter. Cette expérience a inspiré d'autres provinces. Le Nord Kivu a suivi en créant le FONAD. Ensuite, Kinshasa a suivi en créant le RON-HD. Ensuite, il y a eu Ituri avec FONAI et RONA et Tanganyika. En 2016, on convoque le premier sommet humanitaire mondial où on parle de la manière d'apporter de l'aide. Et là, on va mettre pour la première fois l'idée de la localisation de l'aide humanitaire avec comme objectif de faire en sorte que les acteurs humanitaires locaux soient au premier plan de la réponse parce que ces acteurs-là sont avec les communautés avant, pendant et après les crises. Donc, ils maîtrisent mieux le contexte humanitaire et ils maîtrisent mieux les besoins de communauté. Et donc c'était quelque chose qui a poussé à aller très loin, à vouloir finalement avoir une voie commune pour réclamer
cette reconnaissance et de quitter de la théorie de la reconnaissance à la pratique. Et donc, parce que aussi dans le cadre de ces sommets-là humanitaires, il y a eu beaucoup de plateformes qui sont nées, notamment le Grand Bargain, qui est en fait un groupe de travail important. Et ce Grand Bargain a été une occasion de négociation directe entre les bailleurs de fonds et certaines agences, certaines ONG et la société civile, pour voir quelles sont les recommandations qu'il faut faire pour permettre aux acteurs locaux d'être en première ligne, c'est-à-dire pour permettre que la localisation ait lieu. Et parmi ces recommandations, il y a notamment l'accès direct au financement par les ONG locales et nationales, il y a des partenariats équitables, il y a le transfert de compétences et il y a le pouvoir, le partage des pouvoirs et la participation à la coordination. Alors, au vu de tout cela, nous nous sommes dit il est temps de se coordonner pour parler d'une seule voix et avoir plus de puissance et de capacité. Et c'est donc toutes ces réflexions-là qui ont conduit à la création de CONAFOD, qui est devenue effective en 2022. Alors, docteur, pourquoi CONAFOD est basé seulement, vous avez cité Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, mais aussi les Grands Kasaï, s'il faut dire, alors qu'on sait la question humanitaire aujourd'hui en RDC, c'est au niveau national. Alors, il faut bien comprendre ce que j'ai dit. J'ai cité les sièges des sous-plateformes. Parce qu'on a fait, c'est la plateforme de plateformes, et ces sous-plateformes sont basées dans des régions. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est qu'en RDC, 80% d'ONG humanitaires sont situées à l'Est. Et la raison est simple, parce que les zones humanitaires prioritaires sont l'Est, notamment le Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri. Il y a ensuite le Tanganyika et le Maniema. Ce sont des zones qui sont instables, où il y a toujours des déplacés internes, où il y a toujours des catastrophes, et où les populations sont en déplacement permanent lié à des crises, notamment des crises liées, des crises sécuritaires liées à la guerre, mais aussi des crises, des catastrophes, comme vous avez appris qu'il y avait des inondations à Fizi il n'y a pas longtemps, il y a des inondations surtout dans le Maniema autour du fleuve, comme ce qu'il y a aussi ici à Kinshasa, des inondations. Et donc les ONG se répartissent selon les priorités humanitaires. Et il s'est fait que la plupart des priorités humanitaires, c'est dans l'Est. De plus en plus à l'Ouest, il y a aussi dans le Congo central, avec la crise de Kwamut. Et vous avez vu, quand cette crise-là, dans les Bandundu, et vous avez vu, quand cette crise est apparue, il y a eu automatiquement des ONG qui sont partis se regrouper là-bas. C'est-à-dire les ONG se regroupent autour des crises. Parce que ça, c'est l'humanitaire, c'est sauver des vies, c'est une réponse d'urgence. Par contre, les ONG de développement sont dans les autres zones où il n'y a pas de crise humanitaire aiguë. C'est le cas du Kasaï. Et le Kasaï, maintenant, c'est une zone où il n'y a pas de crise humanitaire aiguë, mais on sait qu'il y a la malnutrition, on sait qu'il y a d'autres problèmes liés au développement, et il y a des problèmes de santé. Et là, il y a des organisations qui sont plus orientées vers le développement. La même chose, la province orientale. Donc, c'est une question qu'on pose souvent, on dit pourquoi seulement c'est à l'Est qu'il y a des organisations. Mais en fait, c'est parce que c'est là qu'il faut amener une réponse humanitaire. Alors, parlez-nous brièvement des missions, les objectifs que votre ONG poursuit. Il faut d'abord dire que nous ne sommes pas une ONG, nous sommes un réseau. Un réseau. Donc, un réseau, un forum des ONG. Donc, nos membres directs sont les ONG, mais nous passons à travers leurs coordinations, qui sont celles dont je parlais, les différentes plateformes. Alors, la question était de savoir quelles sont les... Ok, en fait, notre première mission, donc notre vision d'abord, c'est en fait voir la matérialisation de la localisation de l'aide humanitaire en RDC. C'est-à-dire voir que les acteurs locaux sont mis au premier plan de la réponse humanitaire. Donc, ils sont au devant de la scène humanitaire et les communautés bénéficiaires sont placées au centre de l'action humanitaire. Ça, c'est notre vision. Et notre mission, c'est en fait faire des plaidoyers continus pour qu'on arrive à la matérialisation de la localisation de l'aide, avoir une cartographie exacte des ONG nationales, participer à toutes les coordinations où se décide l'action humanitaire, et en fait prendre le co-leadership de la coordination humanitaire à travers le pays. Ce sont là en fait nos missions, mais aussi
donner les capacités qu'il faut aux ONG nationales pour qu'ils soient à mesure de répondre aux exigences des bailleurs en matière de financement et aussi arriver à établir des partenariats équitables entre les ONG nationales et les ONG internationales. Donc c'est ça, ce sont là l'ensemble des objectifs que nous poursuivons et cela nous le faisons évidemment dans un travail très coordonné avec nos collègues de la coordination. Voilà, docteur, nous avons une question également liée au symposium. Vous êtes parti de Bukavu à Kinshasa. À ce stade, est-ce qu'il y a de recettes en termes de recommandations et que vous avez déjà formulées, que ce soit en destination de tous les détenteurs d'enjeux? Il faut d'abord revenir au premier symposium. Ici à Kinshasa, c'était la deuxième édition. Donc le premier symposium a eu lieu à Bukavu, c'était en 2023. En fait, l'objectif de ce symposium était d'amener tous les acteurs à s'impliquer dans l'approche de la localisation de l'aide. C'est-à-dire travailler de manière à ce que l'acteur local soit reconnu comme l'acteur principal qui doit être au devant de la scène et que les acteurs internationaux soient pour le compléter et l'accompagner. Et là, il fallait qu'on se mette d'abord d'accord sur un certain nombre de principes. Et donc, le premier symposium a permis d'avoir une définition concertée de la localisation pour la RDC. Une définition opérationnelle sur laquelle sont mis d'accord et les agents des Nations Unies, et les bailleurs des fonds, et les ONG internationales, et les ONG nationales. Et c'est cette définition-là qui définit exactement la localisation comme l'ensemble de un processus collectif qui implique toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous les acteurs, y compris le gouvernement, de manière à ce qu'on développe des mécanismes et moyens qui permettront aux acteurs locaux, donc les ONG nationales, d'être au devant de la scène humanitaire, de l'action humanitaire et d'amener une réponse humanitaire plus rapide, plus adaptée aux besoins de la communauté et qui est tournée vers le nexus et qui prévient aussi les crises. Parce que l'action humanitaire était proactive, c'est même pour ça qu'on a fait le sommet mondial humanitaire. Les humanitaires interviennent quand il y a déjà des dégâts pour réparer, sauver des vies. Mais avec la définition de la RDC, ça élargit un peu le champ de l'humanitaire à la prévention, donc à l'action humanitaire anticipée, pour pouvoir prévenir en amont, et ensuite aussi l'action humanitaire quand il y a déjà la crise, et continuer pour aider à la résilience et aux relances. Donc ça c'était le premier résultat majeur du premier sommet, mais en fait on s'est aussi dit, on est d'accord que c'est ce qu'il faut faire, mais cet aspect-là doit être soutenu pour devenir une réalité. Et c'est là qu'on a défini les 4 piliers de la localisation, et parmi ces piliers il y avait la coordination et le partage des pouvoirs. Le deuxième pilier c'était le partenariat équitable à établir entre les acteurs internationaux et les acteurs nationaux. Le troisième pilier c'est le transfert de compétences de deux côtés, donc des nationaux vers les internationaux et les internationaux vers les nationaux. Et le quatrième pilier, c'était l'accès au financement de qualité, c'est-à-dire le financement direct. Donc, les ONG nationales pourraient accéder directement au financement des bailleurs parce que les bailleurs, justement, dans le cas de Grande Bargaine, avaient pris la résolution de donner 25% de leur financement directement aux ONG nationales. Et donc, notre mission, c'est de plaider pour que cela soit effectif. Et un financement de qualité, c'est aussi des financements qui tiennent compte des coûts opérationnels, qui tiennent compte des coûts indirects, qui vont permettre aux ONG nationales de pouvoir développer leurs capacités institutionnelles et financières. Peut-être une sous-question, parce qu'on est dans le contexte de la localisation, et vous avez bien dit, docteur, que 80% en fait, des ONG humanitaires s'implantent dans le Grand Kivu, ça se justifie par rapport au conflit, mais actuellement ce sont des zones sous occupation, c'est connu. Et comment ça se passe l'action humanitaire, si vous voulez, ou la réponse à l'aide humanitaire dans le contexte de guerre, notamment dans les Kivu, dans le Grand Kivu? Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que les humanitaires marchent selon les principes humanitaires. Et le principe humanitaire le plus important, c'est la neutralité. C'est-à-dire, les humanitaires sont neutres. Ils ne se positionnent pas ni pour le gouvernement, ni pour la rébellion. Leur principe, c'est d'être neutre, c'est d'être indépendant, et c'est d'être, comment dire, de voir d'abord l'urgence humanitaire. C'est-à-dire que quand nous agissons, nous ne sommes pas, comment il faut dire, nous ne sommes pas sous l'autorité de ceux qui sont dans ces zones-là. Nous menons notre action de la manière tout à fait indépendante et neutre, parce que notre grand objectif, c'est d'accéder aux bénéficiaires qui ont besoin de l'aide pour sauver des vies. Et donc, nous ne nous soumettons pas aux autorités
qui sont sur les lieux pour être dictés. Ce que nous faisons comme humanitaire, nous avons l'obligation de respecter les lois du pays. C'est-à-dire, nous devons avoir des reconnaissances officielles du pays, nous devons nous soumettre aux exigences légales du pays, mais notre action ne doit pas être dictée par la politique, ne doit pas être dictée par des considérations religieuses ou des considérations tribales. Notre action est dictée par l'humanité, apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin et sauver le maximum de vies. Et donc, à cela, quand nous sommes dans ce territoire-là, nous éprouvons d'énormes difficultés, évidemment, parce que nous sommes contraints à des barrières d'accès. Mais nous, comme humanitaires, nous essayons de faire en sorte qu'on trouve des solutions pour qu'on nous laisse, et surtout nous expliquons beaucoup que nous ne sommes pas ni la partie étatique, ni la partie des autorités de facto. Nous sommes des humanitaires et nous devons avoir accès à ceux qui ont besoin de l'aide humanitaire. Et cela, on ne fait pas de distinction entre les ONG nationales, les ONG internationales, les agents. Nous sommes tous un corps humanitaire qui doit agir ensemble pour avoir accès aux communautés qui ont besoin de l'aide. Voilà, peut-être il y a une dernière question à ce stade. Je parlais des risques que vous rencontrez. Donc, en termes par exemple de pertes en vies humaines que vous enregistrez côté humanitaire, ici les humanitaires tombent aussi victimes sur le terrain et dans l'action humanitaire. Évidemment, nous sommes très exposés et voilà pourquoi nous négocions l'accès. On négocie l'accès. Et voilà pourquoi aussi j'ai fait dès le premier jour de la guerre au Kivu, j'avais fait beaucoup de plaidoyer et beaucoup d'appels pour rappeler à toutes les parties que les humanitaires ne font pas partie du conflit. Ils font plutôt partie de la réponse parce qu'ils viennent aider les communautés et ils travaillent pour que, malgré les circonstances, qu'il y ait moins de pertes de vie et qu'ils puissent sauver ce qu'ils peuvent sauver. Et là, j'avais lancé un appel à toutes les parties pour dire il faut protéger les humanitaires, il faut protéger les civils, parce qu'ils ne font pas partie du conflit. Et il faut faire ce distinguo-là. On doit protéger les humanitaires parce qu'ils apportent de l'aide aux communautés qui sont victimes d'une situation qu'ils n'ont pas demandé. Et ça, c'est quelque chose qui doit être comprise. Malheureusement, on ne le comprend pas toujours comme ça. Nous avons perdu beaucoup de collègues, vous l'avez appris. Il y a des collègues qui sont tombés à Massissi, qui sont morts à Walikale, qui sont morts. Donc, on a beaucoup de collègues qui sont morts alors qu'ils allaient apporter de l'aide. Et c'est quelque chose qui est inacceptable. On ne devrait pas perdre la vie quand on essaie de sauver des vies. C'est vraiment une chose sur laquelle nous insistons. Les parties en conflit doivent comprendre que les humanitaires ne font pas partie du problème. Ils essaient d'apporter la réponse et l'aide à ceux qui sont des victimes d'un conflit qui n'est pas de guerre. Monsieur le coordonnateur national du CONAFOD, Dr Joseph Kekisingui, vous veniez d'évoquer, et pendant le deuxième symposium, nous avions remarqué la présence des acteurs humanitaires au niveau national et local. Vous direz-vous bien, avant de nous parler de ce qui a été l'objectif du deuxième symposium, nous faire un peu une nuance entre le ONG humanitaire du niveau national, local et international. Ensuite, pour aborder la question relative au deuxième symposium des objectifs. Ça, c'est une question très importante parce que parfois ça fait confusion et on l'a entendu pendant le symposium. Les gens qui disaient nous sommes des ONG nationales, les autres ONG locales. En fait, il y a une définition assez claire par rapport à cela. Alors, on va commencer par le premier niveau, ce sont ce qu'on appelle les OCB, c'est-à-dire les organisations communautaires de base. Ce sont des organisations, des petites organisations dont la limite d'action s'arrête au niveau d'une communauté, par exemple d'un territoire ou d'une zone bien précise autour d'une communauté. C'est ce qu'on appelle les organisations communautaires de base. Ensuite, nous avons les organisations locales. Ce sont les organisations dont l'action ne dépasse pas une province. Donc, par exemple, j'ai une organisation qui ne travaille qu'à Kinshasa. C'est une organisation locale. Si j'ai une organisation qui travaille que dans une commune de Kinshasa, c'est une organisation à base communautaire. Donc ça regroupe, par exemple, je ne suis pas très informé, mais une organisation qui est à Njili. Non, l'action n'est qu'en Njili. C'est une organisation à base communautaire. Mais quand vous avez une organisation qui couvre tout Kinshasa et seulement Kinshasa, c'est une organisation locale qui est localisée à Kinshasa. Ou quand vous avez une organisation qui ne couvre que le sud Kivu, ou le nord Kivu, ce sont des organisations locales. Mais quand vous avez une organisation qui couvre plus de 3 provinces, ça prend des proportions d'une organisation nationale ou une organisation qui couvre 3 provinces avec la capacité de s'étendre sur le reste du pays.
c'est une organisation nationale. Et donc ça c'est une compréhension qu'il faut avoir, que le national, ce n'est pas parce que vous êtes dans la capitale, mais c'est parce que vous couvrez plus de 3 provinces, et avec des capacités de vous étendre dans d'autres provinces en cas de besoin. Et maintenant, l'ONG internationale, c'est une ONG qui a, par exemple, son siège ici au Congo, mais qui a des activités dans un pays autre. Docteur, deuxième symposium, une année après le symposium de Bukavu, est-ce qu'il était nécessaire? Pourquoi avoir organisé, après une année, ce deuxième symposium qui a été clôturé avec beaucoup de succès? On sait que la RDC dépendait peut-être à 80% de l'appui des pays extérieurs, et en premier c'était l'USAID, et qui a coupé ses financements, et du coup le Congo a perdu 70% des contributions pour son action humanitaire. Alors il faut trouver des mécanismes de lever des fonds au pays, parce que l'action humanitaire ne va pas s'arrêter, ça va continuer, et nous sommes dans une période instable avec la guerre de l'Est. Dieu merci, on parle de la signature de l'accord de paix maintenant. On l'appelle de tous nos voeux, surtout nous qui sommes à l'Est. Nous savons combien les communautés souffrent à cause de la guerre. Et donc, si la paix peut arriver, ça peut être vraiment le meilleur cadeau qui soit pour ces communautés-là. Alors, maintenant, ces fonds-là, les fonds pour les acteurs locaux, veulent mobiliser des financements pour l'action humanitaire à partir du pays. Nous savons qu'il y a, le gouvernement déjà aligne sur son budget un certain pourcentage. Mais on se rend compte que son exécution pose souvent de problèmes, parce que ce n'est pas très visible dans la structure de financement de l'action humanitaire. Alors qu'est-ce que nous voulons mettre en place? Nous voulons voir si ces fonds-là peuvent permettre de collecter un certain nombre de financements du côté du gouvernement, mais aussi des financements du côté des secteurs privés, du côté des donateurs privés, du côté des donateurs personnels. Parce que ce qu'on a vu, que pendant les crises, par exemple, on voit de temps en temps des grands noms. On n'a pas l'exemple de crise de Calais. Un grand nom dit, moi je donne 100 tonnes de maïs, de farine. Moi je donne autant de pagne. Moi je donne autant de... Mais parfois, ce ne sont pas très bien coordonnés et bien distribués. Et aussi, on voit une tendance à la politisation. Quand il y a de l'aide, les ministres viennent distribuer l'argent aux sinistrés, mais ils n'ont pas cette capacité-là. Ils ne maîtrisent pas les principes humanitaires, comment se délivre l'aide. Alors, ces fonds-là vont permettre de collecter toutes ces opportunités de financement, de mettre dans des fonds, et quand il y a des crises, de faire des appels à projets aux organisations établies et qui sont bien connues, bien structurées et bien évaluées par le CONAFOD. Et ces organisations pourront soumettre des projets qui seront évalués et les fonds seront mis à leur disposition pour apporter de la réponse. Et après, il y aura des suivis, évaluations et voir si la réponse est arrivée à destination. C'est ça le plus grand problème. Parfois, il y a beaucoup de fonds au pays. On entend qu'il y a beaucoup de fonds, fonds ceci, fonds cela, fonds là. Mais il n'y a pas de possibilité de voir est-ce que les fonds arrivent aux bénéficiaires, comment ils sont gérés, quelle est la redevabilité et quel est le feedback des bénéficiaires sur le fonds qui est censé être de leur. Nous avons vu une forte participation, notamment du gouvernement congolais, que vous avez témoigné même pendant l'activité, mais aussi nous avons vu les actionnaires, les partenaires. Et quelles sont les recommandations vis-à-vis d'abord du gouvernement congolais, à vos partenaires, mais bien entendu aux membres des CONAFOD? J'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit. Ce symposium, parmi les grands succès que nous avons notés, et donc on se rend compte qu'on avait vraiment raison de venir au à Kinshasa. Donc le premier symposium était à Bukavu. On imaginait de faire le deuxième symposium à Goma. Mais on s'est dit, on va à Kinshasa parce qu'on veut parler dans les oreilles des décideurs. On ne veut pas qu'ils appellent de loin, que des gens ont discuté et ils ont dit ceci. Alors on s'est dit, allons à Kinshasa, invitons le maximum de personnes influentes pour qu'ils viennent. On est très heureux parce que je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres événements comme ça où on a eu des délégations de la présidence, de la primature. On a eu la présence de 5 ministères, 5 secrétaires généraux ont été là pendant les 3 jours. On a eu la présence des bailleurs de fonds, des ambassades, des agences, un peu moins les agences, mais les ONG internationales, des secteurs privés, et c'était quelque chose un grand succès qu'on a beaucoup salué, parce qu'en fait, ils ont participé au débat, ce qui était notre objectif, qu'ils participent au débat, qu'ils partagent les idées et qu'ils s'engagent à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire
qu'est-ce qu'ils peuvent influencer. Et pour nous, c'était un grand succès. Parmi les recommandations qu'il y a eu pour ce symposium, notamment vis-à-vis du gouvernement, c'était le fait de demander au gouvernement de mettre en place un cadre légal sur l'action humanitaire. Parce que notre pays n'a pas de loi ni de politique qui régule l'action humanitaire. La seule loi à laquelle on fait allusion, c'est en fait la loi qui organise les ASBEL. Mais cette loi-là ne définit pas le cadre de l'action humanitaire, ne définit pas la stratégie nationale sur l'action humanitaire et ne définit pas tous les contours. Et donc c'était la grande recommandation pour le gouvernement de mettre en place ce cadre légal et qui va en fait définir aussi comment le gouvernement va participer et va contribuer et financièrement et de manière organisationnelle à l'action humanitaire. Donc, on a travaillé avec les techniciens et le secrétaire général était là tout au long de ce travail et c'était exceptionnel. À la fin, vous avez décerné aussi quelques brevets aux personnes qui ont distingué pendant les 3 jours de symposium. Mais on a vu aussi, on vous a décerné un prix spécial pour vous motiver par rapport à ce travail qui est si noble pour la population de l'Est. Oui, en fait, vous savez, cette lutte ici pour la localisation, aujourd'hui, on voit les fruits. Mais il y a des gens qui ont travaillé dans l'ombre depuis le début. Il y a vraiment des personnes qui ont été là, qui ont eu la première idée et la première vision, et qui ont été là pour développer ce qu'on fait. Donc, comme je dis, c'est un travail d'équipe. Ces résultats qu'on a obtenus, c'est un travail d'équipe. Moi, je suis le porte-voix. Je suis l'image, le symbole qui tire, mais derrière moi, il y a des gens qui poussent. Et donc, pendant ce symposium ici, il faut noter que ce n'était pas l'idée de départ. Mais quand on était ici, il y a des gens qui ont dit il faut quand même reconnaître le mérite de ceux qui ont poussé à ce qu'on arrive là où on est. Et ça a été quelque chose de très surprenant pour moi, par exemple, parce que ce sont des gens qui venaient qui disaient nous, on veut que tel soit primé. Nous, on veut que tel soit primé. Alors j'ai dit ok, c'est parfait. On va faire des sondages. On va voir les noms qui reviennent, qui auront 60% d'expression de voix. On va les retenir. Ceux qui n'ont pas atteint, on ne va pas. Et curieusement, les gens revenaient sur les mêmes noms. Et on a atteint donc le nom qu'on a eu. Et c'était un vote public. Les gens ont dit, ces personnes ici méritent d'être aimées. Alors pour moi, il y avait une surprise vraiment qui m'a beaucoup ému. C'est le fait que j'ai reçu un prix d'une structure qui, naturellement, n'est pas dans notre réseau, qui est une structure externe, mais qui a vu ce que nous faisons et qui a estimé que c'était de grande valeur. Et j'étais très ému et j'ai beaucoup aimé cela. Ça m'a motivé d'aller davantage sur cette voie-là et d'essayer au maximum d'organiser notre réseau des acteurs locaux. Voilà, ma toute dernière question. D'aucuns disent que les ONG s'enrichissent au dos de bénéficiaires réels, hein, qui couplissent dans la misère, dans les cas par exemple des zones de conflit armé. Est-ce que vous êtes d'avis de cela, qui estiment que l'aide n'atteint pas donc, le bénéficiaire direct qui ressent le besoin réel? En fait, les gens peuvent le dire, mais je pense que c'est par ignorance. Parce que l'organisation de la réponse humanitaire est très contraignante. Je peux vous donner un exemple ici. Nous sommes ici à l'hôtel Sultan Rifa. Nous devons payer les hôtels, nous devons payer tout ce qu'on a comme service. Mais pour arriver à sortir cet argent-là, ça fait qu'on prépare ce symposium depuis une année. Mais il y a tellement de procédures, tellement de vérifications, tellement de documents à signer pour se rassurer que l'argent qui a été utilisé n'est pas détourné, que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fini la procédure de paiement. Parce qu'on doit vérifier chaque chose. S'il y a un document qui a juste un petit doute, ce document est rejeté. Et quand le document est rejeté, quand le bailleur a déjà donné l'argent, vous devez le rembourser au bailleur. Même si l'argent a fait le travail, vous le remboursez parce que vous n'avez pas respecté les procédures. Alors, la réponse humanitaire, les ONG nationales travaillent sur des contraintes et sur des principes et donc des obligations énormes. Énormes. Voilà pourquoi, ça il faut le dire, quand il y a un financement, on sait qu'au moins 20% sera utilisé dans l'administration de la réponse. Et quand on le dit, c'est-à-dire, les ONG, ils doivent payer les bureaux, ils doivent payer le personnel, ils doivent faire des frais de voyage, des missions, et ça c'est les 20% qui permet de fonctionner. Maintenant, avec la localisation, on demande encore d'ajouter 7%
pour les besoins de la croissance des ONG nationales, parce qu'ils doivent se rassurer qu'ils doivent continuer et qu'ils doivent mettre à jour régulièrement leur staff dans des formations. Par exemple, vous avez vu ici, il y avait plus de 180 ONG nationales. Il fallait que ces gens soient payés, ils payent le transport. Et c'est dans ces coûts-là, de 7%, qu'ils trouvent cet argent. Mais maintenant, les 70% d'argent, ça doit arriver aux bénéficiaires obligatoirement et selon des procédures claires. Et c'est ainsi que quand une ONG nationale ou internationale reçoit des financements, d'abord c'est très compliqué. Vous devez garantir que vous avez des capacités, que votre structure est bien installée et qu'il maîtrise le contexte et qu'il a tous les instruments qu'il faut pour répondre. Et ce n'est pas facile. Voilà pourquoi vous voyez que beaucoup d'ONG nationales se plaignent de ne pas accéder au financement, mais parce qu'il y a des contraintes administratives énormes. Il faut être bien structuré, bien organisé et vous devez rassurer les bailleurs que vous avez un plan clair, que vous avez un projet bien détaillé avec des plans de suivi et d'évaluation clairs. Et ce qui fait que vous voyez parfois des ONG nationales qui reçoivent un financement et après elles meurent. C'est-à-dire il a reçu un financement de 1 million. On sait qu'il va délivrer l'aide avec au moins 700 000 $, doivent arriver directement aux bénéficiaires. Cet argent peut arriver, mais il a oublié de faire une procédure, il a mal rempli une facture, il a oublié de faire signer un contrat, on lui demande de rembourser 200 000. Parfois, ils vendent des choses, ils les remboursent et ils ferment. Alors, tout ça, c'est pour vous expliquer que il est difficile de détourner l'aide humanitaire pour une ONG et de rester une ONG. Soit tu vas mourir, soit tu vas régler tu n'auras plus d'argent. Et maintenant, ceux qui arrivent à mettre en œuvre le projet, un projet est audité peut-être 3 fois. Vous-même, d'ailleurs, vous allez faire votre propre évaluation. Le bailleur va faire l'évaluation à mi-parcours. Il va encore faire l'évaluation en fin de projet. Et ensuite, il va engager un cabinet d'audit indépendant qui viendra vraiment fouiner jusqu'au détail près. Il y a des gens qui ont reçu, qui étaient frustrés de voir que le bailleur lui a demandé de rembourser $1 qui n'était pas justifié. Et c'est ça la culture des ONG. La redevabilité, vous avez eu des financements, vous devez les justifier et vous devez rassurer qu'ils sont partis vers les bénéficiaires. Et maintenant, si vous étiez à la symposium, vous avez entendu parler de la redevabilité envers les populations affectées. C'est-à-dire, quand nous apportons de l'aide, nous faisons notre rapport. Mais les bénéficiaires aussi doivent faire leur propre rapport pour confirmer que vous nous avez dit que vous nous donnerez des choses de telle valeur. Nous, on a plutôt eu des choses, on pense que c'était 20% de ce qu'on aurait dû avoir. Et cela va remonter jusqu'au bailleur. Le bailleur va revenir vers l'objet de mise en œuvre pour vérifier. Et si ça se passe qu'il a mal géré, il doit rembourser tout l'argent. Donc c'est quelque chose qui travaille de manière tout à fait... C'est un monde, c'est un système à part qu'il faut bien maîtriser. Et c'est sur ça que nous travaillons comme CONAFOD pour amener nos membres à avoir la connaissance qu'il faut pour être éligibles à un certain nombre de fonds, et surtout quand ils ont eu des fonds, de bien les gérer pour ne pas s'exposer. Parce que dans le monde humanitaire, il y a ce qu'on appelle le risque. Et le risque, c'est quelque chose qui peut vous tuer. Donc, il faut évaluer tous les risques quand vous recevez un financement. Et parfois, c'est ainsi que vous voyez des ONG qui sont assez conscientes. Parfois, ils refusent certains financements quand ils trouvent que le risque est très élevé. C'est-à-dire, j'ai ces financements ici, je ne vais pas être à mesure de les mettre en œuvre ou de les justifier. Je préfère les renoncer que les prendre. Ensuite, je dois rembourser des frais qui peuvent... Docteur D. Joseph Kekisingui, pour réussir, pouvez-vous nous dire quel est votre secret? Est-ce que c'est du fait que vous êtes médecin? Est-ce qu'il faut être de la profession médicale pour pouvoir réussir dans le monde humanitaire? Qui sont ceux-là qui peuvent se lancer dans ce monde humanitaire et réussir comme D. Joseph Kekisingui? La première chose, il faut être discipliné. Il faut être hyper discipliné parce que la grande tendance, c'est donc un peu la légèreté de laisser aller. Si vous voulez continuer le monde humain, il faut discipliner, il faut respecter les procédures et il faut respecter les accords et les contrats. Parce que nos contrats, souvent que nous passons avec nos bailleurs, ils sont bien précis, avec des clauses bien détaillées, et vous êtes contraint de suivre ces clauses l'un après l'autre. C'est la première chose. La deuxième chose, vous devez vous outiller des outils qu'il faut, des outils de gouvernance. Avoir des manuels de procédure, avoir des procédures administratives, financières, logistiques, programmatiques, qui sont comme des bibles, que vous devez suivre
scrupuleusement. Donc, si quand un bailleur vient vous auditer, il regarde d'abord vos manuels, il voit d'abord s'ils sont conformes avec ce qui les grandes lignes, et en fait, il regarde si vous les respectez. Et c'est là qu'intervient la discipline. Il faut être discipliné, et il faut être méticuleux, et il faut être même exigeant envers soi-même. Voilà, on nous fait signe du côté de la régie qu'il nous reste 1 minute, mais nous ne pouvons pas clôturer cette émission spéciale sans pour ne pas parler de perspectives du CONAFOD, de perspectives par rapport à ce symposium sur la localisation de l'aide humanitaire. Docteur, le dernier mot par rapport aux perspectives d'avenir. Nos perspectives partiront des recommandations que nous avons eu au premier symposium et des résultats. En fait, 5 perspectives pour tout dire. Alors, le premier, c'est en fait mettre en place cette communauté de pratique qui sera un cadre d'échange entre les ONG nationales, internationales, des bailleurs et des agences pour pouvoir transférer des compétences des deux côtés. Et donc, notre objectif, c'est d'ici 3 ans, avoir au moins 100 ONG nationales et locales qui ont acquis de grandes capacités qui peuvent leur permettre d'accéder à n'importe quel type de financement et de les gérer de manière efficiente. Ça, c'est un grand objectif et que nous allons obtenir à travers cette communauté de pratique, mais aussi à travers les mécanismes d'appui. Donc, c'est ça notre vision, développer les mécanismes d'appui qui va donner des cours de formation, des cours de renforcement des capacités aux acteurs nationaux et excusez-moi, on compte mettre en place ce qu'on appelle l'académie numérique. Donc, des enseignements en ligne pour transférer le maximum de connaissances aux ONG nationales, avec évidemment l'appui des partenaires internationaux et des autres plateformes avec lesquelles nous travaillons. Et ça sera aussi, nous sommes en bonne discussion avec des acteurs internationaux qui seront prêts à accueillir des staffs des ONG nationales pour leur transférer certaines compétences pour qu'ils soient en mesure de bien gérer les projets. Notre perspective, en fait, c'est d'accompagner le gouvernement pour la mise en place de ce cadre légal sur la localisation et sur l'action humanitaire. On compte travailler avec les équipes techniques, trouver de l'appui qu'il faut nécessaire pour les amener à mettre en place cela. Et le quatrième perspective, c'est celui d'avoir un fonds humanitaire pour les acteurs locaux et qui pourra être en mesure de permettre aux acteurs locaux d'avoir des financements rapidement pour pouvoir répondre rapidement aux crises humanitaires, de les anticiper même et de permettre aux communautés d'être au centre de la crise. Donc c'est beaucoup de travail qui vont demander de bien redynamiser d'abord les coordinations régionales, de faire en sorte que les acteurs locaux se regroupent autour de ces coordinations-là et qu'on essaie de faire en sorte que l'action humanitaire soit appropriée par les communautés et les acteurs nationaux. Un mot pour les partenaires aussi. Qui vous ont accompagné. Un mot pour les partenaires, c'est un grand remerciement parce qu'on a vu vraiment l'accompagnement. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Quand j'ai donné un exemple, on a eu pratiquement tous les frais étaient pris en charge par les partenaires internationaux. Les partenaires nationaux ont pris en charge à titre de 20%. On a vu par exemple des agences comme PAM qui ont pris en charge les transports de 30 participants de l'Est à l'Ouest. C'est des avions qu'ils ont loués. On a vu d'autres prendre en charge tous les frais de l'hôtel, les logements, et comme les cas de Fongi. Donc c'est un grand remerciement à tous les autres, que ce soit les Fongi, le PAM, CAFOD, Diaconie, Oxfam, Caisse International. Je crois que je n'ai oublié personne. C'est un remerciement, un grand remerciement à eux. Et ce qu'on va aussi leur demander, c'est d'accompagner les résolutions de ce deuxième symposium pour qu'ensemble on puisse atteindre ces objectifs-là de la localisation de l'aide et de la mise en place en RDC des acteurs de qualité qui vont répondre vraiment à l'aide de manière universellement reconnue comme de bonne qualité. Docteur, parce que nous sommes à la fin de cette émission, avez-vous quelque chose à ajouter, une question qui n'a pas été posée, quelque chose qui n'a pas été dit pour éclairer davantage la lanterne de nos téléspectateurs et auditeurs? Alors, ce que je veux dire, d'abord je vais m'adresser aux collègues des ONG nationales. Nous réclamons la localisation de l'aide humanitaire, donc nous prenons des responsabilités et nous devons nous préparer à les jouer et à les assumer. C'est-à-dire, j'invite nos collègues vraiment à nous mettre à niveau
à apprendre davantage et à améliorer nos procédures, à améliorer nos structures de gouvernance, de telle sorte que nous soyons ces acteurs-là dont on a besoin pour apporter la réponse humanitaire dans notre pays. À la communauté congolaise, ce que je veux dire, l'action humanitaire, c'est en fait de l'entraide. Avant d'attendre l'aide des autres, nous devons être à mesure nous-mêmes d'apporter déjà ce que nous avons. Nous savons que la communauté est le premier acteur à apporter de l'aide, parce que c'est eux qui accueillent les sinistrés, les gens qui ont des possibilités de pouvoir contribuer à ces fonds pour les acteurs locaux, à pouvoir adhérer à l'idée, et tout ce qu'ils apportent comme contribution de manière éparse peuvent être regroupés dans ces fonds-là pour qu'on puisse organiser l'action humanitaire de manière pertinente et de manière à ce que nous ne soyons plus dépendants totalement de l'aide extérieure. Et au gouvernement, je veux dire, d'appuyer davantage ces processus pour qu'ensemble, on permette au Congo, à la RDC, d'avoir un système humanitaire basé d'abord sur les compétences et les moyens locaux. Monsieur le coordonnateur du CONAFOD, Dr D. Joseph Kakisingi, merci. Ça définit pratiquement, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs et auditeurs, l'honneur était pour nous de pouvoir recevoir le coordonnateur national du CONAFOD. Vous nous avez suivis, je n'étais pas seul sur ce plateau, à ma droite, Valon Ngolou, et à ma gauche, John Mwabika, et votre serviteur, Adrien Kwa de la RTNC Radio et RTNC Info en langue. Merci, à la prochaine.